Alors, Madame Le Caillon, ça fait à peu près 8 mois que vous êtes dans le Gard, presque un an. Vous êtes familiarisée, on l'imagine, avec notre territoire. Qu'est-ce que vous retenez de vos premiers contacts? Alors déjà, ça fait 8 mois. On se donne en général 6 mois à peu près pour connaître, je ne vais pas dire connaître un département, ça serait très présomptueux, mais en détenir quelques clés. Moi, ce que je retiens au travers des visites que j'ai faites ou des inaugurations, c'est la chaleur des personnes, que ce soit les élus, que ce soit les présidents d'associations, et une vraie volonté de travailler ensemble, et notamment en impliquant les services de l'État. Donc c'est ça. Et on est plus chaleureux que dans l'Allier, de là où vous venez? C'est différent. On est dans le sud. Ouais, bah oui. Donc la manifestation est différente, mais j'ai connu aussi le nord de la France, ouais, où la chaleur s'exprime aussi différemment, mais plus à l'intérieur que dehors. Tandis que là, on a la chance de bénéficier du soleil. Et c'est pas très Covid en ce moment. Du coup, qu'est-ce qui vous a surpris de manière positive et puis de manière négative? Ce qui est surprenant dans ce département, c'est la grande différence entre les territoires. Je suis allée en Camargue, je suis allée dans les Cévennes, je suis allée dans le Gard rhodanien, je suis allée du côté du Vigan, je suis allée à Sommières. Et en fait, on se rend compte que ce département, il est très divers. Les personnes ne sont pas les mêmes, les caractères ne sont pas les mêmes, tout simplement parce que l'histoire n'est pas la même. Et comme je l'avais dit, il est important de s'imprégner un peu de l'histoire, parce que je crois vraiment que c'est en fonction de ce qui a été vécu qu'on peut comprendre les clés d'aujourd'hui. Donc du coup, avoir une appréciation départementale des choses, c'est peut-être plus complexe qu'ailleurs, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes. Donc c'est à la fois positif et négatif, en fait, ce que vous nous dites. Je pense que c'est très enrichissant. Au moins, on s'entend. En restant à l'intérieur d'un même département, on ne s'ennuie pas du tout. Vous avez en tout cas imprimé votre patte ces derniers mois en vous déplaçant régulièrement dans de nombreux territoires du Gard. À la fois, vous l'avez dit, pour prendre la température, comprendre aussi probablement les enjeux. Est-ce que vous aviez imaginé l'attente aussi forte de la population, des territoires et des maires que vous avez rencontrés ? Non, je ne l'avais pas imaginé, mais j'ai simplement essayé de refaire ici ce que j'avais fait dans mes postes précédents, même en étant sous-préfète d'arrondissement. Ce que les maires attendent de nous, et des services de l'État, c'est un État de proximité. Je veux dire, l'État, on l'incarne vraiment. Enfin, je veux dire, je ne suis pas qu'une fonction, j'ai eu l'occasion de le dire. Voilà, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai une vie personnelle, et je pense que de ce fait, on développe une relation qui est personnalisée. Et c'est complètement différent d'aller rencontrer les gens sur le terrain qui vous montrent quel est l'état de leur école pour reconstruire l'école, plutôt qu'ils vous envoient un dossier papier en vous disant « j'ai besoin de X milliers d'euros pour faire mon projet d'école ». C'est un peu votre marque de fabrique, ça, parce que vous êtes près des maires, vous leur parlez justement, vous êtes sur le terrain. D'habitude, les élus, ils voient l'État comme la personne qui va leur refuser les permis de construire, avec le bâton. Là, vous essayez un peu de gommer cette image. J'essaye pas de gommer, parce que quand il faut dire non, je sais dire non aussi, mais je pense qu'il faut expliquer les choses. Je veux dire, quand vous produisez une carte sur les aléas feux de forêt qui doit intégrer quand même tous les projets des maires de construction, il vaut mieux, avant de signer une circulaire, qu'on ait pris le temps de leur expliquer les choses. Alors, c'est peut-être imparfait, mais pour ce sujet, par exemple, on a réuni, alors sous des formes variées, je rassure tout le monde, y compris en distanciel, on a réuni à peu près 160 maires. Donc ça veut dire qu'on a un besoin de dialogue qui, à mon avis, est très fort, que j'ai connu un peu partout, parce que les maires, ils ont besoin qu'on leur explique les choses, les élus ont besoin qu'on leur explique, qu'on entende ce qu'ils ont à dire aussi. C'est eux qui vivent sur les territoires. Moi, je ne peux pas dire que je les connais. Et puis derrière, on essaye de trouver le chemin qui permet de faire les choses de façon équilibrée. Le fait d'être une femme, est-ce que ça vous permet de trouver plus facilement ce chemin ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été un homme, donc je ne peux pas vous le dire. Bonne réponse. Vous auriez pu faire de la politique. On va parler du Covid à présent, Coralie. Donc on l'a vu, on a entendu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement ce week-end. Les indicateurs concernant le Covid sont en hausse, comme dans de nombreuses régions en France. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la 5e vague s'est installée dans le Gard ? Alors, je crois qu'on peut dire que la 5e vague s'est installée dans le Gard à partir du moment où on a effectivement une forte hausse du taux d'incidence. Après, maintenant, la grande différence avec les vagues précédentes, c'est qu'on a quand même le fait de la vaccination, qui fait que la tension hospitalière est peut-être moins, d'un point de vue malade du Covid, moins forte. Sauf qu'on rentre dans une période d'hiver où on sait que les enfants, ils ont des tendances, par exemple les tout petits, à la bronchiolite, on sait que la grippe va arriver, et donc tout ce qu'on peut faire pour à la fois se prémunir, y compris de la grippe, mais aussi
du Covid, eh bien, ça sera une aide indirecte aux agents hospitaliers qui méritent aussi qu'on prenne soin d'eux. Alors, Emmanuel Macron doit parler mercredi. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt dans le Gard pour généraliser cette 3e dose aux moins de 50 ans, par exemple ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la 3e dose, elle est donnée après 6 mois de la 2e. Donc, à partir du moment où une tranche d'âge a commencé plus tard, évidemment, ça va s'étaler dans le temps. Ce qui est certain, de ce qui se dit, après moi je suis pas médecin, mais c'est qu'effectivement, à partir notamment de 60 ans, l'efficacité, à un moment donné, diminue de la 2e dose, et donc il est recommandé de se faire vacciner sur la 3e. Actuellement, évidemment, on est sur les personnes les plus fragiles, pour lesquelles la vaccination avait été ouverte très tôt. Sauf que dans ce même temps, on a quand même un taux d'incidence qui remonte, et c'est certainement pour ça qu'Emmanuel Macron va parler mercredi, c'est qu'il va falloir mettre en place un dispositif pour limiter ce taux d'incidence. Mais dans le Gard, on est prêt, parce que des centres de vaccination ont fermé. Est-ce qu'ils peuvent réouvrir ? Est-ce qu'on a l'expertise aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être réactif ? Alors la grande différence avec la période précédente, c'est que maintenant, les vaccins peuvent se faire chez les médecins et les vaccins peuvent se faire chez les pharmaciens. Et donc, il y a une proximité qui n'existait pas quand on a monté les premiers centres de vaccination, c'est certain. Après, la question peut se poser effectivement dans des endroits plus lointains, et on n'a pas fermé tous les centres de vaccination. D'accord. On en a encore quelques-uns qui fonctionnent. Mais la grande différence, c'est quand même l'entrée dans le process de vaccination des pharmaciens et des médecins. Et ça, en termes de proximité, c'est quand même quelque chose qui est important. Après, faire face à cette nouvelle vague, c'est aussi se réhabituer à respecter les gestes barrières. Enfin, il y a toujours un arrêté préfectoral qui existe. On l'avait un peu oublié, cet arrêté préfectoral. Donc je rappelle qu'il existe. Il y a des amendes en plus. Oui, et puis on organise aussi beaucoup de contrôles sur le pass sanitaire, notamment dans les restaurants, cafés ou autres. Est-ce que le masque pourrait revenir en extérieur plus rapidement qu'éventuellement une restriction nationale dans le département du Gard ? Alors pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait dans cette optique-là. Moi, ce que je rappelle, c'est que l'arrêté préfectoral impose que lorsqu'il y a ce qu'on appelle rassemblement, c'est-à-dire un nombre de personnes assez conséquentes qui se retrouvent pour un marché extérieur, pour une brocante, etc. Pour une manifestation de Nîmes Olympique. Je rappelle que le masque est obligatoire. On parle du plan de relance, on parle peut-être du Ségur de la santé. L'annonce la plus spectaculaire de ces dernières semaines, c'est les 51 millions d'euros au CHU de Nîmes. Quel est votre regard sur ces investissements importants sur le territoire du Gard aujourd'hui ? C'est la concrétisation des annonces du président de la République et du gouvernement au moment de la crise sanitaire. D'abord, ça a été le constat que le système de santé a quand même été à la peine pour faire face à une crise sanitaire qui était sans précédent et sur lequel on n'avait pas forcément toutes les clés de compréhension. Il a fallu connaître quand même le virus. Et puis, ça veut dire qu'à l'hôpital de Nîmes, au CHU de Nîmes, mais aussi dans d'autres hôpitaux, je rappelle que d'autres hôpitaux du département ont bénéficié aussi du Ségur de la santé, ça veut dire qu'il y a des projets, qu'il faut porter ces projets, et que c'est un processus d'amélioration de l'accès aux soins. Mais est-ce à dire qu'aujourd'hui, quand on est préfète, quand il y a tous ces investissements de l'État qui arrivent, on va plutôt en rendez-vous avec le sourire, non ? On va en rendez-vous avec le sourire. Je dirais juste que ça dépend de l'Agence régionale de santé. Donc oui, enfin, je veux dire, on participe évidemment à la réflexion je parlais des autres plans de relance aussi, hein, et on porte effectivement le souci du directeur du CHU de Nîmes, mais aussi des autres directeurs d'hôpitaux, de faire valoir leurs investissements pour que derrière l'État puisse aider. En deux mots sur la nouvelle prison de Nîmes ? Oui, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice invite la population à s'exprimer sur le projet de construction d'un 2e établissement pénitentiaire à Nîmes. Est-ce qu'on va pouvoir enfin rentrer dans le concret dans cette affaire ? Parce qu'on dit qu'elle va arriver, mais on a l'impression que c'est un peu compliqué entre les terrains, la zone d'activité à côté, la compensation. Quand est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet ? Bien là, on y rentre avec le grand débat public. C'est-à-dire que c'est une procédure obligatoire. On a des comités de pilotage qui sont réguliers. Donc ensuite, la PIJ va en fonction du débat et puis va travailler sur des pré-projets pour commencer à rentrer effectivement dans la concrétisation. Si vous appelez une maquette, elle n'est pas faite. Ouais. Mais oui, le dispositif, il est totalement lancé. Elle va pouvoir sortir de terre dans les bons délais, cette prison ? Pour l'instant, il n'y a pas de retard annoncé. Après, on n'est jamais à l'abri d'un
d'un incident ou de quelque chose. Ou d'une outarde, ou d'un lézard. Oui, ou d'un vestige romain. Oui, effectivement. On dit un tout petit mot rapide sur le nouveau stade de Rania Assaf. Est-ce que c'est un projet que vous continuez à suivre ou pas ? Alors nous, pour l'instant, on suit le projet de stade provisoire. C'est celui-ci sur lequel on a quand même donné quelques clés et quelques autorisations d'une façon relativement rapide, puisque à l'origine, on m'avait dit que quasiment c'était la fin du club s'il n'y avait pas le stade provisoire. Mais après, la construction du nouveau stade et la construction de ce qui va être autour, de ce que j'ai compris, va être soumis quand même à un nombre d'autorisations. Donc est-ce que ça sera autorisé ou pas, je ne sais pas. De la même manière, on accompagnera le porteur de projet et puis éventuellement la mairie, puisque c'est elle qui détient les clés du permis de construire, mais ça ne se fera pas au détriment de la sécurité. Oui, c'est vous un peu la vigie, que ce soit pour les inondations, pour toutes sortes d'intempéries, on en parlait tout à l'heure, c'est vous un peu la vigie, enfin vous êtes un peu même la bête noire de Rania Assaf du coup, parce que vous êtes les règles et... Oui, mais peut-être que les supporters me remercieront si effectivement il n'y a pas de sujet d'inondation derrière. C'est-à-dire que, comme toujours, il faut tenir les équilibres. On est sur des inondations qui sont, pour avoir vécu quand même 2 épisodes, depuis mon arrivée, donc mi-septembre et puis début octobre. Ça vous a mis dans le bain, du coup. Enfin, c'est le moment de le dire, oui. Et donc, il faut qu'on soit très vigilant. Moi, j'ai connu les inondations de l'Allier. On a le temps de les voir venir. Ici, on n'a pas tout à fait le temps. On a vu ça en septembre dernier. On parle de la politique de la ville, en particulier peut-être de cette signature du contrat de sécurité intégré de la ville de Nîmes. Bon, on a compris que ce n'était pas l'amour fou en ce moment entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier. Est-ce qu'on va réussir à avancer sur ce dossier ou pour l'instant on est toujours au point mort ? Je l'espère, mais ce n'est pas moi là qui ai les clés du coup. Et oui, c'est ça, c'est que vous pouvez militer aussi pour votre territoire, parce que même si vous êtes la représentante du gouvernement, vous êtes aussi aujourd'hui gardoise, mais c'est pas vous qui avez les clés, c'est pas, vous pouvez juste essayer de discuter peut-être. Le contrat de sécurité, il achoppe sur une discordance sur les renforts de la police nationale. Fort heureusement, le contrat local de sécurité, ce n'est pas que ça. Je veux dire, il y a aussi d'intégrer les efforts de la justice, il y a aussi la prévention, l'éducation nationale, etc. Donc ça ne se résume pas là. Après, mais c'est un beau projet, c'est un beau contrat. Il faut qu'on y arrive. C'est un beau projet, c'est un beau contrat et il faut qu'on y arrive. Un mot sur la situation sécuritaire du Gard. Comment vous la percevez ? Globalement, c'est un département qui est soumis à une forte insécurité. Enfin, je veux dire, on peut plus que l'Allier. Elle est différente, c'est-à-dire qu'il y a moins de problèmes avec les agriculteurs et les vols de tracteurs, c'est comme ça. Mais ceci dit, il y a... Enfin, d'abord, le maire là, de Nîmes et puis d'autres mairies l'ont fait, réunit le conseil local de prévention de la délinquance. Donc il y a quand même un grand champ prévention de la délinquance. On a un champ quand même important politique de la ville. Et puis, je le redis, on a une présence très forte des services de police nationale, mais aussi des services de police municipale et aussi de la gendarmerie. Il ne faut pas oublier la police municipale. Et avec des actions très fortes, je pense notamment au démantèlement des trafics de stupéfiants. Alors, on a toujours l'impression que ça revient, mais il faut le faire et c'est vraiment important. Les seuls domaines sur lesquels on est un peu plus inquiet, mais je dirais là, on n'est pas très différent du niveau national, c'est quand même l'augmentation assez conséquente de ce qu'on appelle les violences intrafamiliales. Donc ça, c'est un des faits qui augmente très fortement. Depuis le confinement, oui, notamment. Alors, depuis le confinement, mais c'était une tendance, sans que pour l'instant, on arrive à déterminer, mais je pense qu'on est plutôt sur de l'intervention. Police, gendarmerie, en soirée. Je veux dire, moi, quand je vois les dépêches de police le soir, il n'y a pas un soir où on n'a pas ces faits-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un matin où on ne nous dit pas qu'il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est tout le temps, week-end. Et comment on peut faire pour essayer d'y travailler, pour essayer effectivement de faire en sorte que ces violences intrafamiliales, particulièrement parce que souvent il y a des enfants aussi au sein du foyer qui peuvent être impactés. Alors il y a des enfants. Alors il y a plusieurs façons de travailler. Je rappelle que donc on travaille très bien avec la justice sur ces sujets. Vous observerez que dès qu'il y a violence qui est commise, il y a garde à vue systématique de l'auteur. Après, la justice dispose des téléphones grave danger et des bracelets. Et puis on essaye de construire une politique parfois de mise à l'abri. On a un certain nombre de places dans le département du Gard en urgence. Mais tout ça, c'est les prémices.
On en parle beaucoup maintenant, mais il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, on en parlait beaucoup moins. On construit une politique, vous venez de le dire. Alors, elle n'est pas neuve, la construction de la politique, puisque si par exemple, je prends la loi qui concerne l'éloignement des conjoints violents, par exemple, la loi, elle a 10 ans, donc on ne construit pas tout à fait. Mais je pense que ce qui a changé, c'est la prise de conscience très forte de l'ensemble des habitants qu'il existe ce problème-là. Tant que vous n'avez pas une prise de conscience qu'il existe ce problème, vous pouvez mettre effectivement toutes les politiques. Ça marche pour les femmes qui ont envie de s'engager dans ces politiques. Il faut les accompagner. Ce n'est pas anodin de porter plainte, de déposer plainte contre son conjoint qui est le père de ses enfants. Oui. Donc il y a tout cet accompagnement. Vous avez aussi des femmes qui ne travaillent pas. Et on fait quoi derrière pour faire bouillir la marmite? Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place aussi des aides. Donc voilà, on essaye depuis le Grenelle, quand même, ça fait quand même un certain temps, de mettre en place les outils et surtout qui doivent permettre d'inviter les femmes à aller déposer plainte avec des dispositifs de facilitation à l'hôpital. Enfin, on essaye de mettre tout en place et avec, je rappelle, dans les commissariats et gendarmeries aussi des intervenants sociaux qui justement sont dans les commissariats et gendarmeries, mais aussi ce regard social. Et je crois que ça relève aussi de tout à chacun. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'augmentations liées au confinement, d'être attentif à ce qui se passe autour. Donc les enseignants sont formés à ça, les praticiens hospitaliers ou les médecins sont formés à ça, mais il y a aussi les voisins. Enfin, je veux dire, il y a aussi tout cet environnement. Faites un beau teaser en tout cas pour le magazine d'Objectif Gare qui sort vendredi et qui traitera dans son dossier, effectivement cette question qui est prégnante, particulièrement dans le département du Gard. Et rappelez, on l'a fait avec notre consoeur Sabrina Ranvier qui a fait ce dossier et qui met en avant aussi les dispositifs qui sont mis en place, les appartements qui permettent d'éloigner les auteurs également de ces violences, les bracelets, etc. Et puis tous les dispositifs qui sont mis en place. 2 petites questions très rapidement pour terminer. La première, est-ce que vous avez participé aux célébrations pour le centenaire de la levée des tridents? Vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, pas beaucoup de gens masqués. Donc ce qui veut dire que j'y ai fait un tour. Qu'est-ce que vous avez C'est pas pensé? pour l'amour de la culture. Parce que tout le monde a trouvé ça très spectaculaire. Donc imagine nous en tant que Nîmois, on a trouvé ça spectaculaire. Vous, aujourd'hui, comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé que c'était très spectaculaire. Je me suis dit, voilà, le sujet de la défense des traditions, c'est pas neuf, puisqu'en 1921, le sujet s'était déjà posé. Et puis j'avais de la famille, donc c'était aussi l'occasion de les faire rentrer dans cette belle tradition gardoise. Donc oui, j'y suis allée, mais... Vous avez collé des amendes? Non. Mais non, je n'ai aucun pouvoir. Oui, mais avec la police qui vous suit. La police ne me suit pas quand je suis en visite privée. Je n'ai pas d'escorte. Un bon moment dans le J'ai passé un bon moment, y compris en regardant la brivade dans les rues de Nîmes, c'était sympa. Merci beaucoup, Madame la Préfète, d'avoir été avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. Merci à vous. À très bientôt. Certainement. Eh bien, écoutez... Pour vous, un an. Le rendez-vous est pris. Très bien, merci à vous.